merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je suis ravie déjà d'être présente avec vous aujourd'hui. Et puis, je remercie du coup la bibliothèque départementale de m'avoir invitée à cette belle journée. Donc, effectivement, Jean-Rémy l'a dit, je suis psychologue petite enfance, donc j'interviens en crèche. Docteur en psychologie, j'ai fait ma thèse sur le livre dans la rencontre avec l'adulte et ce qu'il pouvait apporter aux tout petits. Et je suis effectivement bénévole plutôt active au sein de l'association lyonnaise à livre ouvert, dont l'objectif est vraiment d'amener la lecture partagée à tous les publics et plus spécifiquement à ceux éloignés du livre et de la lecture. Donc ce matin, c'est un petit peu avec ces différentes casquettes que je vais naviguer et que je vais essayer d'apporter mes réflexions par rapport à cette question de la rencontre du tout petit avec les albums. Voilà. Donc, comme le disait Jean-Rémy, je suis assez d'accord que ce soit un moment assez vivant. Donc, moi, ça me dérange pas s'il y a des questions qui viennent en cours de route, si vous voulez réagir par rapport à ce que vous vivez dans vos différentes structures, n'hésitez pas. On pourra aussi prendre un temps de questions à la fin. Et puis, si les questions viennent pas, on s'était dit aussi que ce temps de questions pourra être plutôt sur la fin de matinée. En tout cas, on s'adaptera aussi à là où vous en êtes de vos questionnements. Du coup, j'ai intitulé cette rencontre, cette proposition rencontre, donc rencontre tant au singulier qu'au pluriel du jeune enfant avec le livre, lecture partagée et interaction adulte-enfant. Et j'ai repris le titre de la journée, Il était une fois. Et effectivement, on va essayer aussi dans l'heure et demie qu'on va partager ensemble, de naviguer aussi dans cette histoire. Donc, histoire d'une rencontre entre l'enfant et son parent, ou le parent et son enfant, ça dépend aussi par quelle personne on prend cette rencontre-là. Rencontre avec le monde des albums, et plus largement, rencontre aussi avec la vie, avec la sensorialité, mais on en parlera un petit peu plus tard. Je veux bien qu'on avance du coup sur la slide suivante, pour pouvoir aussi finalement poser un petit peu le contexte dans lequel j'ai fait ce travail-là de thèse en 2016. Donc je suis rentrée dans cette question-là de la littérature jeunesse avec plein de questionnements. J'en ai toujours autant, je pense, même s'ils sont différents au fil des années. Mais j'avais à cœur d'essayer de voir un petit peu déjà du côté des pratiques familiales, où on en était de cette question-là du livre et de la lecture partagée. Alors là, je voulais le poser un petit peu en démarrage pour qu'on ait aussi en tête que tous les enfants ne partent pas du même point ou en tout cas ne rencontrent pas le livre au même moment de leur vie et que ça a aussi un impact sur la suite aussi. Donc ces chiffres que je vous donnerai sont issus d'une recherche auprès de 159 familles, si mes souvenirs sont bons, qui avaient été interrogées dans le cadre de 7 crèches différentes, donc dans 3 territoires. Donc moi je suis sur le bassin lyonnais, vous aurez compris, donc c'était dans les départements du Rhône, de l'Ain et de la Loire, qui sont donc 3 départements limitrophes, et j'avais essayé d'aller finalement dans des crèches avec aussi des profils assez différents pour que ce public soit assez représentatif, avec la limite bien sûr que de toute façon on touchait des enfants accueillis en crèche et que tous les enfants ne sont pas accueillis en crèche, mais ça me permettait quand même d'avoir une petite idée de ce qui se passait à la maison autour de l'album. Et il y a plusieurs données qui sont intéressantes, même si 2016 c'est tout à la fois récent et loin et que certainement des choses ont encore bougé, que les lignes ont encore bougé. En tout cas, il y a ce chiffre-là qui est la fréquence de lecture et qu'effectivement, par rapport aux lectures partagées, donc c'était sur la base de questionnaires, donc c'est les parents qui racontent finalement ce qui se passe à la maison, et que pour 38% des enfants, il y avait des lectures partagées quotidiennes. On le verra après, souvent ces lectures partagées
elles ont souvent lieu au coucher, c'est-à-dire qu'il y a déjà un lien fort entre la lecture partagée et puis l'attachement, séparation, ou en tout cas que c'est déjà très fortement corrélé à la mise en œuvre de l'attachement, ou en tout cas à la facilité de séparation. Mais qu'il y a 23% des enfants pour lesquels, donc c'est des enfants de 0 à 3 ans, pour lesquels il n'y a pas de temps de lecture partagée à la maison. Donc souvent c'est en lien aussi avec l'âge, parce que quand on interroge les familles sur qu'est-ce qui fait qu'il y a pas, que vous ne partagez pas de temps de lecture à la maison, il y a souvent la première réponse c'est l'enfant est trop petit, donc on a encore à déconstruire cette vision-là qu'il serait nécessaire que l'enfant ait accès au langage pour avoir accès au livre. D'autres parents qui sont en manque de temps, il y a aussi ça qui ressort, où finalement ça fait pas partie des priorités dans le déroulement de la journée et qu'il y a peu de temps sur cette proposition-là, pardon. Et le troisième axe qui est aussi des rapports au livre chez les parents qui sont difficiles et qu'effectivement quand en tant que parent on a déjà un rapport au livre et à la lecture difficile, comment partager un temps de lecture avec son tout petit. Donc c'est déjà à avoir en tête, parce qu'effectivement c'est de se dire que déjà pour près d'un quart des tout petits de 0 à 3 ans, la lecture partagée ça coule pas de source, et que souvent la rencontre avec le livre ou la lecture va être symétrique à l'entrée dans une micro-société, que ce soit la crèche, que ce soit l'école, que ce soit le centre social. En tout cas, c'est parfois la structure d'accueil qui va ouvrir aussi cette rencontre avec la littérature jeunesse. Un autre point qui est aussi intéressant, c'est justement sur le livre. Est-ce qu'il y a, donc la question était très simple, c'est est-ce qu'il y a des livres jeunesse, des albums jeunesse à la maison? Et près de 9%, un peu plus de 9% des enfants n'ont pas d'album jeunesse au sein de leur environnement familial. Donc souvent, ce chiffre aussi, il est très variable en fonction, est-ce qu'il y a déjà des grands frères, des grandes sœurs, ce qui facilite aussi. Donc on peut supposer que ces parents-là, peut-être sont les mêmes qui s'imaginent qu'en dessous de 3 ans, les enfants sont trop petits pour avoir accès à la lecture. Mais comme il y a des plus grands qui sont déjà scolarisés, il y a des albums jeunesse à la maison. Donc c'est aussi un chiffre intéressant parce qu'on voit tout l'enjeu de comment finalement amener le livre à la lecture, et notamment à ces publics dès le plus jeune âge qui n'ont pas forcément accès à cette proposition culturelle ou proposition relationnelle. Donc les variables, je vous le disais, l'âge de l'enfant. Alors la catégorie socio-professionnelle, c'est pas tant ça qui m'a intéressée, mais c'est plus les raisons qui en sont parfois corrélées. Comme je vous le disais, parfois un rapport au livre un peu douloureux ou des situations d'impossibilité. Donc soit des publics en situation d'illettrisme ou des publics allophones qui, du coup, l'accès à la langue écrite est un petit peu plus difficile. Ou un manque de disponibilité du parent. Je veux bien du coup qu'on avance en ayant en tête que ça va avoir une influence, c'est-à-dire que quand je vais parler en tout cas de la rencontre du livre avec le tout petit, on ne parle pas de la même chose si ce tout petit de 2 mois, il a déjà pu être bercé par la langue de l'écrit, par cette musicalité qui apparaît dans le livre, ou s'il ne fait la rencontre qu'avec cette proposition-là à 2 ans, à 3 ans ou à l'entrée à l'école maternelle. Donc c'est de se dire que ce qu'on dit, ce qui traverse en tout cas le développement des enfants, c'est aussi à adapter à la variable de à quel moment on rencontre cette littérature. Donc pour quand même avoir un petit aperçu de ce que la littérature jeunesse peut apporter à l'enfant, on va s'intéresser à justement ce livre dans le développement de l'enfant. Donc ce livre, bien sûr qu'il n'aura pas la même saveur ou les mêmes
il ne portera pas les mêmes enjeux si on s'intéresse au développement affectif, cognitif ou social. Mais en tout cas, cette proposition culturelle va porter l'enfant au travers de toutes ces dimensions. C'est-à-dire que pour la pensée, parfois, en tant que psychologue, on essaye de se dire qu'il y a le côté affectif, qu'il y a le côté social, qu'il y a le côté cognitif, mais que tout ça, finalement, fonctionne ensemble. Mais que l'album jeunesse, il a vraiment cet intérêt de pouvoir porter l'enfant au travers de ces différentes découvertes. Si on prend l'exemple d'un tout petit, c'est-à-dire que même avant de pouvoir manipuler le livre, avant même de considérer le livre en tant qu'objet, parce que finalement, construire l'objet permanent, c'est quelque chose, on le verra, qui est plutôt vers les 6 mois de l'enfant. Avant ça, le livre va porter l'enfant d'une manière émotionnelle. Il va en tout cas lui permettre de se sentir porté dans la relation à l'autre. C'est-à-dire qu'à travers ce qui est lu dans l'album, à travers ce partage-là et cette proximité relationnelle, parce que quand il y a une lecture partagée, il se passe aussi quelque chose avec les corps. On se rapproche, on est parfois tout près, on est même parfois tout contre. Et que finalement, dans cette rencontre-là, il se passe des choses aussi dont la manière dont le tout petit, dès sa naissance, mais même avant sa naissance, se sent porté dans ce monde-là aussi. Du point de vue du développement, effectivement, le tout petit, en fonction de la manière dont il va appréhender le livre, va passer par plusieurs phases pour finalement passer du livre en tant qu'objet à une dimension plus large du livre comme porteur de relations et du livre comme objet de la culture. On le verra, c'est vraiment ce qui différencie aussi du point de vue de l'enfant cet objet particulier des autres objets, c'est qu'il comprend très vite par l'adulte et par la manière dont il va saisir le livre et proposer une lecture partagée à l'enfant, que cet objet-là s'inscrit dans une relation au monde et que cet objet-là s'inscrit dans le monde de la culture. Mais on y reviendra. En tout cas, c'est vraiment déjà un objet qui permet au tout petit de se situer. Et j'allais dire, pour reprendre le déroulé du développement de l'enfant, il y a vraiment 2 phases qui sont importantes. Alors, il y a plusieurs phases, ça dépend des points de vue qu'on utilise, mais il y a vraiment toute cette première phase qui est la phase sensorimotrice, où finalement, ce qui va être important pour l'enfant, ça va être le monde des sens, la construction de l'espace, du temps, de la causalité et de la permanence de l'objet, j'y reviendrai, et toute l'importance aussi, si on s'intéresse au développement affectif, de l'oralité. Donc c'est un moment où on y voit bien, il y a vraiment une manière d'incorporer. Les tout petits mettent les livres à la bouche, mais c'est pas uniquement pour percevoir l'objet, c'est aussi pour incorporer à leur manière ce qui se passe au travers de l'objet. Soit ce qu'ils saisissent de la relation à l'autre, soit ce qu'ils saisissent de l'histoire qui est portée dans cet objet-là. Et on voit bien que par rapport à, on y voit avec les livres qui sont posés juste devant moi, où déjà tout petit, on amène l'enfant à éprouver la variété, les différences, tout ce champ des possibles. Parce que finalement, les albums jeunesse sont très différents les uns des autres, que ce soit par leur format. Un tout petit, c'est pas la même chose si j'ai cette proposition-là, Pomme 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 de Corinne Dreyfus, ou si j'ai beaucoup de beaux bébés, il se passe pas la même chose. Il se passe pas la même chose tant dans le format, c'est-à-dire que le tout petit, dans sa construction du livre, comprendre qu'on parle à la fois du même et du différent, c'est effectivement pas simple. Et il va passer par ces découvertes-là pour aussi construire ces variations. Et puis après, quand on s'intéresse à l'intérieur du livre, il ne se passe pas la même chose quand j'ai une proposition graphique de Corinne Dreyfus qui est dans les contrastes, contrastés non seulement de couleurs mais aussi de texture.
ou si, en reprenant l'exemple de beaucoup de beaux bébés, je suis sur une proposition de photographie en noir et blanc. Donc ça veut dire que déjà dès tout petit, l'œil de l'enfant va être sensibilisé à cette ouverture-là et à cette variabilité et à tout ce champ des possibles. L'enfant va être traversé aussi, ou il va traverser en tout cas à travers l'objet, cette construction-là aussi de la permanence. Donc on voit bien que la permanence, c'est quelque chose qui est présent aussi et dans la première étape donc, du développement 0-18 mois, mais qui nous lâche jamais. C'est-à-dire que comprendre que les choses continuent d'exister même en leur absence. Ça, c'est quelque chose qui, chez les tout-petits, n'est pas forcément déjà en place et qu'ils ont besoin de vérifier. C'est-à-dire que chez le tout-petit, ce livre-là, quand il disparaît de mon champ de vision, il cesse d'exister. Et que petit à petit, les enfants vont, par justement cette répétition du départ et du retour, des parents, des frères, des sœurs, des cycles, de plein de choses qui se répètent, comprendre ou éprouver que finalement cet objet qui cesse d'être présent à mon regard, il continue à exister quelque part et c'est ce qui les fait rentrer vraiment dans cette permanence-là. Pourquoi je trouve ça intéressant, les parallèles ou les constructions que les enfants vont faire aussi à travers des objets, notamment la permanence, parce que ça vient directement se mettre en miroir de constructions plus profondes du côté affectif. C'est-à-dire que cet objet qui peut apparaître, qui peut disparaître tout en restant le même, c'est-à-dire que ce livre-là, même dans son absence, il continue d'être le même. Quand il réapparaît, il n'a pas bougé. C'est le même format, c'est les mêmes couleurs, c'est le même texte qui est lu. Ça vient directement se mettre en miroir avec des choses plus en lien avec l'affectif, notamment la séparation. Quand papa, maman, mon frère, ma grand-mère s'en va, je peux après comprendre d'une qu'il continue à exister quelque part, que deux, ils continuent à être les mêmes, qu'ils ne bougent pas, même s'ils sont jamais totalement, on est tout à la fois pareil et différent, et qu'après ils vont revenir. Donc finalement, cette permanence-là qui est déjà en jeu chez les tout-petits, elle permet petit à petit de trouver une assise de plus en plus profonde, parce qu'au début, c'est la permanence de l'objet, livre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'album jeunesse, j'allais dire c'est sans fin, on peut toujours avoir des niveaux de compréhension différents et des niveaux de lecture différents, parce qu'après c'est la permanence de l'image, c'est la permanence du texte, donc c'est la permanence de l'écrit, et qu'on voit qu'il y a quelque chose qui permet tout à la fois de construire cette notion-là de permanence, mais aussi de rassurer l'enfant. On voit que cette notion-là de la permanence, c'est vraiment un enjeu dans le développement des tout-petits, de comprendre que ces choses-là, elles continuent à exister même en dehors de ma vision ou de mon éprouvé. Donc cet objet, il va aussi directement s'ancrer dans la relation à l'autre, ce qui le différencie nettement d'autres objets du quotidien des tout-petits, parce que le tout-petit va très vite sentir qu'avec cette proposition-là, la manière de l'adulte de s'en saisir va être différente. C'est-à-dire que moi j'y vois bien, on va être en crèche, il est 9h le matin, les enfants arrivent, la crèche a été préparée, il y a des pôles de jeu. Et puis l'enfant va être avec, je sais pas moi, les voitures ou les tours. Et puis il va être dans un jeu plutôt autonome, plutôt solitaire, sous le regard de l'adulte, mais l'adulte interviendra peu dans ces propositions-là. Ce même enfant va aller vers les livres. Qu'est-ce qui va se passer si l'adulte est disponible ? Souvent, une proposition de lecture partagée. C'est-à-dire que cet objet va sortir du caractère de l'ici et maintenant pour aller justement s'ouvrir à une proposition et une proposition de relation, mais qui ouvre à des propositions culturelles. Donc ce tout petit sent bien que finalement, pour accéder au sens profond de l'album, il a besoin de l'adulte lecteur pour y donner sens.
Et de ça naît la causalité, c'est-à-dire que quand les enfants ont soit la capacité motrice de nous le dire, ou si nous, en tant qu'adultes, on a la capacité d'observation, on arrive à saisir à quel moment l'enfant souhaite une lecture partagée. C'est-à-dire qu'un tout petit qui en aura la motricité, qu'est-ce qu'il va faire avec un livre? Il va le prendre et puis il va directement venir nous le donner, quitte à s'installer sur les genoux. Et les tout petits peuvent aussi le signifier par soit leur corps en mouvement, soit leur communication non verbale. Mais en tout cas, il y a déjà cette demande de relation dans la littérature jeunesse. Et on voit bien comment, finalement, l'album nourrit déjà quelque chose de l'ordre de la relation. Donc cet objet de la relation, voilà, il permet c'est en tout cas l'entrée de l'histoire par la voix de l'autre qui permet déjà de mettre l'album dans cet objet de la relation, et ce n'est qu'une porte d'entrée parce qu'on verra bien que l'album il permet plein de relations, des relations à des images, des relations à des mots, des relations avec de l'imaginaire, et ça c'est aussi finalement le stade d'après. Quand les enfants grandissent un peu, après 18 mois, ce stade-là dure à peu près jusqu'à 6 ans, mais finalement l'imagination ne cesse, si on la nourrit, elle peut être... elle nous habite en tout cas sur toute notre vie. Mais on rentre davantage dans le monde de l'imaginaire et avec cette puissance du monde des mots qui invite, avec ce jeu entre le texte écrit et l'image, à inventer sa propre histoire. Voilà, donc je veux bien qu'on avance à la slide d'après pour se dire que justement ce livre dans la relation, dans le développement de l'enfant, il permet d'inscrire aussi la relation ou de médiatiser la relation à l'adulte avec ce passage du statut d'objet au statut culturel. Par rapport à l'étude qu'on avait pu faire dans le cadre de ma thèse, on avait essayé d'interroger à quel moment justement l'enfant a les codes, a construit en tout cas les codes pour pouvoir vraiment accéder à la fonction culturelle de l'objet, à quel moment il avait pu faire ce passage-là. Et on s'aperçoit que c'est aux alentours de 17 mois, donc qui vient en corrélation avec ce stade symbolique où l'enfant parvient vraiment à construire cet objet comme objet de la culture. Encore faut-il qu'il ait eu l'occasion de le découvrir avant cette période-là. Donc c'est là où on revient à la première slide, où il faut bien sûr toujours faire ce travail-là quand on est en relation avec un enfant, de se dire mais cet enfant-là, d'où il part dans sa rencontre avec la littérature jeunesse, d'où il part dans sa rencontre plus large avec la culture, et où on en est de la relation parent-enfant aussi autour de ce tout petit. En tout cas, on voit bien, et on verra justement à partir de la lecture de l'album, donc un cœur qui bat, comment on essaye justement à travers le livre de créer un langage où on puisse tout à la fois être ensemble, mais en ayant des niveaux de compréhension différentes. Je vous propose du coup de faire la lecture d'un cœur qui bat, et puis je vous dirai après... pourquoi ce livre-là, peut-être aussi, mais ce cheminement-là, je pense qu'on pourrait le trouver dans beaucoup de livres, mais ça montre en quoi les albums nourrissent aussi pleinement la relation parent-enfant. Donc, un cœur qui bat. Je veux bien qu'on bouge et à les slides. Voilà. Dans l'univers, savez-vous ce qu'il y a? Il y a la Terre. Sur la Terre, savez-vous ce qu'il y a? Un pays. Dans ce pays, savez-vous ce qu'il y a? Un jardin. Dans ce jardin, savez-vous ce qu'il y a? Un immeuble. Dans cet immeuble, savez-vous ce qu'il y a? Un appartement. Dans cet appartement, savez-vous ce qu'il y a? Un salon. Dans ce salon, savez-vous ce qu'il y a? Un fauteuil. Dans ce fauteuil, savez-vous ce qu'il y a? Une maman. Dans cette maman, savez-vous ce qu'il y a?
un bébé. Au cœur de ce bébé, savez-vous ce qu'il y a? Un battement. Un battement au cœur du bébé de la maman, assise dans le fauteuil du salon de l'appartement de l'immeuble du jardin d'un pays sur la terre qui tourne dans l'univers. Alors, on va essayer de repartir justement de cet album-là pour voir en quoi finalement l'album vient directement s'inscrire et nourrir la relation, je veux dire, à l'enfant et à son parent, mais finalement c'est à tout adulte lecteur avec cet enfant-là. Parce que ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que la rencontre qu'on a avec un album, c'est-à-dire qu'il y a trois entités. Il y a l'album, il y a l'enfant et il y a l'adulte lecteur, et que finalement c'est pas seulement de question d'un album, d'un adulte lecteur et d'un enfant, c'est cet album, cet adulte lecteur, cet enfant-là. Et que si on fait bouger un des trois maillons, un des trois sommets de la pyramide, bah finalement c'est tout l'équilibre qui doit se reconstituer. C'est-à-dire que cette lecture-là d'un cœur qui bat, si c'est moi, Sophie, qui vous la propose, ou si c'est Joël, il ne se passera pas la même chose. Parce que ce qui est intéressant dans l'album, c'est que finalement il y a l'histoire qui est inscrite, mais il y a l'histoire que moi j'y mets dans la manière dont je vous en propose la lecture. Et que c'est ça aussi qui se joue dans la relation entre l'enfant et l'adulte lecteur. C'est-à-dire que cet adulte lecteur, ce qu'il lui envoie, c'est pas seulement un texte écrit, c'est la manière dont ce même adulte lecteur vit lui-même ce texte écrit et ce qu'il souhaite en transmettre aussi à ce tout petit ou à ce moins tout petit aussi, hein, parce que finalement, on pourrait en parler comme ouverture, mais l'album jeunesse, il n'est pas fait pour les tout petits. Hein. Il peut très bien aussi trouver écho chez tous, hein, parce que finalement, il nous parle, par contre, toujours du tout petit qui est encore à l'intérieur de nous, qui nous a jamais quittés, qu'on essaye parfois d'oublier, parce que quand même, on est des adultes, mais qui est bien sûr toujours là quelque part. Hein. Donc, dans cet album-là, Un cœur qui bat, ce que je trouvais intéressant, c'est que finalement, ça amène, quand on s'éloigne un petit peu de l'écrit en tant que tel et qu'on essaye de se dire mais de quoi nous parle ce livre-là, il nous parle finalement de la place qu'on peut avoir aussi à un moment donné. Quand on reprend cette page, la page d'avant, quand on a un battement au cœur du bébé de la maman, etc., ça inscrit l'enfant finalement dans un monde qui est tout à la fois bien plus large que lui-même et que sa mère. Alors quand je dis sa mère, ça peut être vraiment sa maman, mais ça peut être aussi la sphère affective autour de lui. Donc ça l'inscrit dans un monde qui tout à la fois est bien plus large, mais qui quand même, avec cette page-là où le fauteuil, avec ce symbole de cœur, est quand même tout à la fois aussi ici. C'est-à-dire que les choses se passent ici dans cette intimité de la relation, mais tout autant qu'elle se joue à l'échelle d'une inscription dans un monde beaucoup plus large. Donc je pense que l'album jeunesse, il a ça d'intéressant, c'est qu'il porte en lui tout à la fois ce qui nourrit vraiment le tout petit là où il en est, de son besoin d'affection, de son besoin de relation et de cette angoisse de séparation qui est intrinsèque au tout petit dans les premières années de leur vie, mais tout à la fois en ouvrant aussi à quelque chose de beaucoup plus complexe. Et on dit à l'enfant que finalement tout est beaucoup plus complexe aussi. Avec ce jeu-là de répétition, on y voit entre les pages, il y a beaucoup de livres qui fonctionnent un petit peu comme ça aussi, où finalement cette répétition, elle vient nourrir, et par la musicalité, et par la permanence, la répétition, elle vient aussi réassurer ce tout petit. Et c'est là où, entre l'enfant et son parent, on peut tout à la fois partager ou avoir l'impression de partager la même lecture, mais finalement, les lectures qu'on s'en fait sont des lectures différentes. Parce que notre manière de comprendre le texte n'est pas la même quand on a 6 mois, 2 ans, 4 ans,
que quand on a, je sais pas, 20 ans, 40 ans, qu'on a été traversé ou pas par la maternité, qu'on a, je sais pas, qu'on est en place de grands-parents. En tout cas, le texte, il vient aussi directement en collage avec qui nous sommes d'une manière plus profonde. Donc c'est aussi se dire que dans le livre, chacun va trouver une réponse, ou c'est pas tellement une réponse, mais plutôt quelque chose qui vient porter la question qu'il est en train de se poser. Et qu'on peut vraiment avoir aussi des niveaux de lecture différents et ne pas faire la même lecture. C'est-à-dire que moi, quand je regarde une page, peut-être que je vais regarder un détail ou l'image dans sa globalité, et que le tout petit va vraiment être sur un détail de l'image. Et finalement, la lecture de l'album ne se situe pas du tout de la même manière. Donc on voit bien comment l'album, ou en tout cas cet objet de rencontre, vient aussi donner des clés de compréhension à qu'est-ce que c'est que le monde, qu'est-ce que c'est que toi dans le monde, et qu'est-ce que c'est que notre relation dans le monde. Alors, hop, j'essaye de voir pour être sûre. Voilà. Et l'auteur nous amène aussi, donc c'est là où je parlais des différences finalement en termes d'image, parce que les différents auteurs amènent aussi l'enfant très rapidement à cette ouverture sur l'image, sur la photo, sur les couleurs, sur les contrastes, et puis que finalement, en suivant les illustrations, on peut aussi soit orienter le regard, il y a parfois des jeux de contraste, ou en tout cas éveiller aussi une curiosité autour de l'image. Et cette question-là de la construction de l'image, elle est vraiment encore en mouvement du côté vraiment psychologie du développement à ce moment-là, parce que finalement, autant le tout petit, ses premiers instants de vie et même avant sa naissance, il est en prise avec les éprouvés, les ressentis, les émotions. Mais finalement, la notion même d'image, à quel moment l'enfant construit l'image en tant que telle, il n'y a pas encore de données vraiment très précises, même si on sait qu'effectivement, ça se passe dans les premiers mois de vie, et notamment impulsé par le stade symbolique. Pourquoi je disais ça? Parce qu'effectivement, ça amène aussi à réfléchir, mais on le verra après du côté de l'adulte lecteur, à qu'est-ce que je transmets, comment aussi quand je transmets, moi aujourd'hui j'ai fait une sélection d'albums, je suis pas sûre que j'en aurais besoin de tous d'ailleurs, mais finalement c'est une sélection qui en dit beaucoup sur moi, mais qui en dit beaucoup sur moi à cet instant-là. C'est-à-dire qu'il y a 1 an ou dans 2 ans, peut-être que certains titres auraient été les mêmes, d'autres non. Mais c'est de se dire que quand on choisit justement un livre, quand on choisit de partager une lecture avec un enfant, mais finalement, on choisit aussi de partager un petit peu de nous. Et quand ce parent lit avec son tout petit, quand il décide, là, il y a une belle table, il y a la libraire qui nous accueille aujourd'hui, pourquoi je choisis d'acheter tel livre ou tel livre? Qu'est-ce que ce livre dit de moi? Et du coup, qu'est-ce que je souhaite transmettre? Parce que si j'achète le livre en me disant, je pourrais le proposer à mon petit garçon, ou je pourrais le prendre pour la crèche, ou je pourrais le prendre pour tel et tel lieu, finalement, qu'est-ce que je transmets dans ce livre-là? Et c'est intéressant d'avoir ce travail-là en tête pour se dire que dans ce travail de choix, bien sûr qu'on part de sa perception, même si on n'en a pas toujours conscience, mais comment être suffisamment ouvert pour se dire que du point de vue de l'enfant, avoir un choix suffisamment large permet aussi de balayer ce champ des possibles aussi pour lui. Mais on y reviendra sur cette question-là du choix. S'il y a des questions, s'il y a des choses, vous n'hésitez pas, ou si ça vous fait penser à des expériences que vous avez vécues, vous n'hésitez absolument pas. C'est bon pour le moment ? Et du coup, par rapport à
à ce livre-là aussi. Alors, je ne sais pas si on pourra me retrouver. Il y a une double page, celle qui est donc dans cette maman, savez-vous ce qu'il y a un bébé? Donc, quand on revient un petit peu avant. Peut-être le temps que ça se cale. Sinon, je vous le laisserai peut-être à dispo, le mien à la pause pour que vous regardiez. C'est-à-dire que c'est aussi intéressant, merci. C'est aussi intéressant de se dire mais que par rapport à un texte et à une image, donc dans cette maman, savez-vous ce qu'il y a un bébé? C'est de se dire que par rapport à là où nous en sommes et par rapport à ce tout petit qui en écoute par rapport à un texte, mais un texte oralisé dans la voix de l'autre, on ne sait pas de quel bébé nous parlons. Est-ce qu'on parle du bébé que j'ai été? Est-ce qu'on parle du bébé à venir? Est-ce que maman me parle du bébé qu'elle a été elle-même? Et c'est là où c'est intéressant aussi de se dire que finalement, dans la lecture avec les tout-petits, il n'est pas forcément nécessaire de chercher à tout prix à savoir ce qu'ils en comprennent, ces tout-petits. Ce qui est important, c'est justement de se dire que quand on a un album, un bel album, alors un bel album, ça veut tout et rien dire, hein, mais en tout cas, quelque chose qui permet ces différents niveaux de lecture, le tout petit va trouver en tout cas une réponse particulière et que cette lecture-là, elle va se transformer. C'est ce qui est intéressant aussi chez les tout petits, c'est que, alors je regarde avec quel livre je peux faire ça. Hop, bon, peut-être Bébé chouette, que certainement beaucoup de personnes connaissent. C'est-à-dire que quand j'en reçois la lecture par ma maman quand j'ai 2 mois, eh ben, il ne va pas se passer la même chose que quand j'ai 6-8 mois et que je suis directement aux prises avec cette angoisse-là de séparation qui est très forte. Et puis ça ne va pas trouver le même écho quand je vais avoir 2 ans et puis que je ne sais pas, que je vais être pris dans un contexte de fratrie qui va arriver. Et puis il n'aura pas le même écho à 6 ans, etc., etc., etc. Après, je dis ça dans les années, mais c'est valable aussi sur une journée. Hein. C'est-à-dire que si on vous propose une lecture partagée, on a eu la chance d'entendre la lecture de ce matin, et il ne va pas résonner de la même manière jeudi 17 mars à 9h45 que si on le lit, je ne sais pas, par exemple, demain soir. C'est-à-dire que la manière aussi dont on est en situation d'écoute retricote ce que nous comprenons de l'album ou ce que cette lecture d'album fait vivre en nous. Pour le tout petit, je pense que c'est aussi la même chose. C'est-à-dire qu'en fonction de là où il en est, tant dans l'environnement que dans sa construction psychique, finalement, les niveaux de construction vont être totalement différents et les éprouvés ou les émotions ne vont pas être totalement les mêmes. Hein, et c'est ce qui fait aussi que ce triangle-là dont je parlais, ce livre, cette lecture, cet adulte lecteur, et cet enfant, ce livre, cet adulte, cet enfant, il est aussi finalement dans quelque chose de beaucoup plus large qui est l'instant dans l'ici et maintenant. Et que c'est vraiment une rencontre qui se construit dans l'ici et maintenant. Je veux bien qu'on avance du coup sur la slide d'après, s'il vous plaît. Et on en parlait, cet album-là, il vient directement nourrir, donc, ou s'ancrer en tout cas dans une relation à l'autre, et ouvrir l'enfant à la culture. La culture ou les cultures, parce qu'on y verra, il y a la culture finalement au sens large, mais il y a la culture familiale aussi, autour du livre, autour de la littérature jeunesse, autour de la transmission, et que l'enfant est pris dans ce portage culturel. Je voulais un petit peu vous parler du coup, même si je pense que pour certains d'entre vous, vous le connaissez peut-être sûrement, mais du magnifique travail qui a été fait par Sophie Marinopoulos. Je pense que certains connaissent déjà. Voilà, il y a les petits livrets comme ceux-ci qui sont disponibles sur la table derrière, si toutefois certains d'entre vous sont intéressés.
Mais du coup, Sophie Marinopoulos a fait ce travail-là de vraiment créer un passage symbolique entre la culture et la santé, en parlant de cette notion de santé culturelle et du coup de l'autre aspect de malnutrition culturelle. Je vais vous lire finalement les mots de la première page et on y reviendra après. Enfin, je vais vous lire aussi le petit résumé et puis on y reviendra après. Donc, ce rapport, une stratégie nationale pour la santé culturelle, promouvoir et pérenniser l'éveil culturel et artistique de l'enfant de la naissance à 3 ans dans le lien à son parent. Donc, c'est une réflexion qui allie culture et santé, puis que nous avons conceptualisé ce que nous appelons la santé culturelle. Celle-ci réhabilite une culture universelle, une culture dite sans frontières, que porte l'éveil humanisant de nos tout-petits. Culture naissant du petit humain dans son désir infini de communiquer, de s'ouvrir au monde, aux langues, à l'autre, à la culture de l'altérité et à l'ouverture de la différence. La santé culturelle mobilise le sujet sur la connaissance de soi et la reconnaissance des autres. Et je pense que c'est vraiment là aussi une clé qui est intéressante, c'est-à-dire que dans cette relation-là, l'enfant, il est porté dans un équilibre relationnel. Il est reconnu en tant que sujet. Il est reconnu en tant que sujet désirant et il est reconnu en tant que sujet pensant. Hein, et c'est ce qui fait aussi que ça lui permet d'ancrer dans ce monde-là de la culture avec des mots. Donc vous regarderez, je fais référence à cette première page-là où finalement quand on lit les mots, j'allais dire c'est pas que tout est dit, mais on sent bien finalement l'enjeu ou la richesse de cette proposition de l'ouverture à la culture. Je vais vous les lire du coup ces mots-là. Universalité, parent médiateur culturel, naître par les liens, sens interchangeable, espace-temps sensible, pluriculture, nourriture culturelle, malnutrition culturelle, tissu narratif, identification du parent à son enfant. Et on voit bien qu'il y a vraiment quelque chose de ce mode de compréhension aussi entre l'enfant et son parent qui peut être réactivé au travers des albums. Et les albums jouent de ces différents niveaux de compréhension-là. Alors, je regarde l'heure pour être sûre d'être dans le timing. Pour l'instant, je suis pas mal. Donc, c'est aussi reconnaître l'autre dans cet équilibre de la relation. Et du coup, je veux bien qu'on passe à la slide d'après. Si ça embête pas, je veux bien qu'on la saute et puis on y reviendra après à celle-ci, puisque du coup, ça s'est bousculé différemment dans ma tête. Voilà. En disant, rouge, c'est mieux. Je vais partir de ça. Alors, je vais pas en faire la lecture. Je vais juste montrer quelques pages. Mais pour montrer en quoi ça nourrit, les albums jeunesse nourrissent aussi la compréhension entre l'enfant et son parent, ou entre l'enfant et les personnes qui prennent soin de lui. Donc il y a cette double page qui peut être intéressante. Donc ce livre, donc c'est Rouge, c'est mieux, aux éditions Pastel. Donc la page d'avant, je veux bien qu'on la remette, la toute première. Voilà. J'aime mon gobelet rouge. Ma maman dit, Kelly, quelle est la différence? J'ai déjà versé le jus de fruits dans le gobelet vert. Mais les jus sont si bons dans le gobelet rouge. Le gobelet rouge est mon préféré. Donc dans cet album-là, au travers des pages, on navigue justement avec cette petite Kelly qui aime beaucoup le rouge et qui du coup joue avec des choses tout à la fois du quotidien, parce que je pense que dans certaines situations, ça fait sens pour certains parents, et ça permet d'éclairer vraiment ce qui se passe pour l'enfant. C'est-à-dire que dans un album jeunesse qui est à la fois, j'allais dire simple, mais dans le sens noble du terme, pas dans le sens péjoratif, on dit des choses tout à la fois très profondes. C'est-à-dire que là, cette petite Kelly, elle permet d'ouvrir le parent lecteur à cette différence de point de vue. C'est-à-dire que moi, en tant qu'adulte, que je boive dans un verre rouge ou que je boive dans un verre vert, peut-être qu'il ne se passera pas de différence. Et encore, je suis sûre que même en tant qu'adulte, parfois, on a des habitudes qui font
qu'on a un peu, voilà, si j'ai l'habitude de dormir à gauche du lit et que ce jour-là, mon conjoint est à gauche du lit, ben, je vais peut-être lui demander de se décaler. C'est bien que nous aussi, on a des choses qui nous cadrent, qui nous donnent un petit peu ces réassurances-là, parce que quand je suis sur le côté gauche du lit, j'ai un repère particulier, j'ai une vision particulière, j'ai un ressenti particulier du côté kinesthésique, motricité, peut-être que je ne retrouve pas quand je suis du côté droit. Eh bien, Kelly, quand elle boit son jus de fruits dans un verre rouge, il se passe aussi quelque chose, ou peut-être qu'effectivement, la saveur de ce qu'elle est en train de vivre à ce moment-là est plus importante. Et c'est intéressant que Kelly, ou en tout cas que l'album jeunesse puisse dire à sa maman que si, c'est important que Kelly puisse boire dans un verre rouge et que c'est vraiment différent. Et donc, on suit comme ça les pages. Et alors, c'est valable dans rouge, c'est mieux, mais je pense que si on s'amuse des fois à découvrir des albums, l'album jeunesse permet parfois de nourrir la relation parce qu'il donne des clés de compréhension à l'adulte qui veut bien les entendre ou qui veut bien essayer de les mettre au travail. J'aime la peinture rouge, maman dit. Kelly, il n'y a presque plus de peinture rouge, je prends plutôt du orange, mais la peinture rouge chante dans ma tête, c'est ma couleur préférée. Hein. Et qu'on voit bien que dans cette phrase simple de « mais la peinture rouge chante dans ma tête », Kelly, elle nous dit que les choses sont aussi beaucoup plus complexes que ce qu'on pourrait croire de prime abord. C'est pas seulement du rouge, c'est que le rouge, il prend vie dans la tête de Kelly. C'est que le rouge, il porte une émotion particulière, il porte un mouvement particulier. Et que parfois, du côté de l'adulte, rouge, c'est rouge. Il n'y a plus de rouge, je prends du orange. Mais non, pour Kelly, ce n'est pas si simple. Et ce qu'on entend en distance, c'est que pour les enfants, non, souvent, ce n'est pas si simple. Parce que les choses, elles portent, les objets portent des choses plus profondes en soi. Je veux bien qu'on avance à la page d'après. J'aime le rouge parce que le rouge, c'est mieux. Et je trouve que c'est aussi intéressant de voir comment les auteurs ils jouent avec le graphisme, avec l'écrit aussi, où on voit bien que c'est mieux, il ressort, qu'il est en gras, et qu'il y a quelque chose où ça nous parle aussi, quand on sait le voir, de là où Kelly en est, de son besoin d'identité, de son besoin de donner son point de vue, de donner son avis, et c'est les étapes aussi de qui je suis, qui sont traversées par les tout petits déjà. Quand il y a la phase d'opposition, qu'est-ce qui se joue pour le tout petit? C'est savoir, mais moi je suis qui? Toi tu me demandes quelque chose, mais moi, est-ce que je peux m'opposer? Est-ce que je peux penser seul? Est-ce que je peux me positionner? C'est bien ça qu'ils nous disent ces tout petits quand ils sont dans le non. Ils nous disent, mais aide-moi à savoir qui je suis. Et du coup, je veux bien la page d'après sur la 4e de couverture où ça finit en beauté, où ma maman ne comprend rien au rouge. Et effectivement, et je suis sûre que pour certains albums, ils font vraiment ce lien-là où ils permettent à l'adulte lecteur de se reconnecter avec le monde de l'enfance, à se reconnecter avec les besoins de ce tout petit. Et on voit bien que finalement, si on s'imagine ce livre dans un cercle familial d'une lecture entre un papa et son tout petit, certainement que des clés de compréhension au-delà du livre, mais des clés de compréhension de leur relation pourront être mises en lumière. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que c'est tout à la fois quelque chose, c'est toujours cette frontière entre ce qui est le même et le différent. Parce que c'est le même album, c'est le même texte, mais à la fois, il peut sonner différemment dans la tête de chacun en fonction de là où on en est aussi de cette construction-là. Et il permet du coup de faire vivre le point de vue de l'autre et de pouvoir s'y ajuster, si tant est qu'on sait observer le tout petit. Parce que ça, l'observation, c'est vraiment aussi quelque chose de central. Alors, le tout petit, pour moi, tous les enfants de moins de 3 ans sont des tout petits. Mais c'est aussi intéressant. Et c'est ça qui place aussi, je reviens à ce que je disais par rapport à la place de sujet, c'est-à-dire que faire entrer l'enfant dans ce monde culturel, c'est lui offrir aussi la possibilité de se ressentir en tant que sujet à part entière, dans un équilibre des relations,
Et c'est ce qui permet aussi, justement, lui-même d'être porté par cette langue-là ou d'être étayé par rapport à là où il en est. Et je suis persuadée que même en tant qu'adulte, quand on lit nous-mêmes des albums, on retravaille des choses de là où on en est. Moi, je prends souvent l'exemple, je vous en ai parlé avant, Bébé Chouette. Pour moi, c'est un de mes livres incontournables. Et j'ai autant de plaisir à le lire, mais soit dans des lectures solitaires, c'est-à-dire que parfois c'est chouette parce que quand on doit préparer des matinées comme celle-ci, je relis des albums. Donc en fait, je prends ce prétexte-là, mais j'aime beaucoup lire des albums d'une manière solitaire. Mais c'est un album que je peux totalement aussi lire avec de très jeunes enfants. Et c'est un album aussi que j'ai plaisir à entendre. C'est pareil, quand il y a des journées comme ça, ou comme je vous le disais, moi je suis bénévole dans une association à livre ouvert, donc avec des lectrices, il y a 2 lectrices professionnelles au sein de l'association. Et finalement, quand dans le cadre, on fait parfois des apéros lecture, on peut lire quelques albums, et quand j'entends aussi cette lecture-là, il se passe quelque chose en moi. Et je suis sûre que, alors je ne vais pas forcément analyser le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se passe ou comment j'ai vécu moi-même la séparation pour que ce livre-là me parle d'une manière particulière, mais je suis persuadée que finalement, dans la manière dont il me nourrit encore maintenant, il me transforme. Il transforme la manière dont je vis la séparation, où il vient réparer, nourrir ou remettre en questionnement des choses inhérentes au tout petit que j'ai été. Parce que les constructions de moi-même étant bébé, elles sont toujours là quelque part. Le bébé qu'on a été, il ne disparaît pas en grandissant. Au contraire, il est toujours là. Et ce qui est intéressant, c'est justement de continuer à le nourrir du côté de son besoin de relation, mais du côté aussi de ses failles, de ses blessures, de ses difficultés. On a tous eu à traverser la séparation, des angoisses, l'angoisse de castration, et qu'il y a quelque chose qui se réactive au travers des livres. Et je suis certaine aussi que finalement, par la lecture partagée, si moi je suis transformée dans ce que ça fait écho du côté de la séparation, la manière dont je vais le restituer dans une lecture partagée avec un tout petit en sera aussi tout à la fois chargée de là, moi où j'en suis, mais nourrie de ce que ça m'apporte comme, j'allais dire, soin. Ça me fait écho, il y a une vidéo qui avait été faite, alors peut-être que Joël pourra resituer la bonne association, mais c'est le livre, la petite vidéo L'échappée qui avait été faite par une association dans le Nord, alors c'est peut-être lié avec moi ? Ouais, il me semblait, voilà, lié avec moi. Et dans cette vidéo-là, on voit à un moment donné, c'est dans un foyer d'accueil où il y a une situation de lecture partagée en groupe. Et l'éducatrice ou la personne en tout cas qui parle des enfants à ce moment-là, elle fait vraiment cette image-là que je trouve hyper intéressante de la lecture partagée qui vient comme une crème hydratante, qui vient nourrir les visages et qui vient vraiment aussi détendre. C'est-à-dire que des enfants qui sont, on imagine en foyer, donc avec des vécus quand même compliqués, et ce temps de lecture partagée, il vient nourrir quelque chose de profond. Et il vient nourrir quelque chose de profond, que ce soit d'une manière individuelle, mais que ce soit dans une relation à l'autre. Parce que finalement, ça nourrit aussi et le tout petit que j'ai été, et la compréhension que j'ai du tout petit que j'ai avec moi, et ça vient en accordage par rapport à tout ça. Est-ce que ça va ? Je ne vous ai pas perdu jusque-là ? Du coup, je veux bien qu'on revienne. Je suis désolée, je ne suis pas allée dans le bon sens du slide, mais il y avait une petite diapo juste avant Rouge c'est mieux, où justement, le livre il s'inscrit directement dans la relation parent-enfant en créant des clés de compréhension et en créant aussi quelque chose de l'ordre de l'affect et du relationnel. On le disait tout à l'heure, quand on est en lecture partagée, généralement, il n'y a pas l'adulte lecteur qui est là et puis l'enfant qui est à 2 mètres. Ça se passe là où on est ensemble. Alors, quand on est dans des situations en crèche avec des lectures partagées au groupe, ça peut être un petit peu différent.
Hein, ça peut être, voilà, les enfants sont plus ou moins loin, mais en tout cas, quand on est dans une lecture partagée à 2 ou à 3, bah, finalement, il y a une proximité qui se met en place. Pourquoi ? Parce que c'est intéressant de le prendre dans les deux sens. C'est-à-dire que du côté de la relation, le livre, justement, il nous permet d'être ensemble et d'être ensemble à regarder un autre objet. Donc on est tout à la fois ensemble, mais on est tout à la fois ouvert au monde. C'est la même chose que un cœur qui bat. On est tout à la fois que tous les deux, mais finalement, on est dans un monde beaucoup plus large que nous. Et bien finalement, la lecture partagée, c'est aussi ça. On est ensemble en lecture, sur ce temps-là de partage, mais on est ouvert au monde. On est ouvert au monde des images, on est ouvert au monde de l'imaginaire, on est ouvert à ce que ça nous fait vivre aussi. Donc il y a vraiment cette attention conjointe-là qui est importante. Et l'attention conjointe, c'est vraiment une notion qui est très importante par rapport au développement des tout-petits. Je veux dire, d'autant plus avec les enjeux qui sont les nôtres actuellement, de surexposition aux écrans ou de choses où, voilà, c'est un peu compliqué aussi ce que vivent les tout-petits par rapport aux usages. Et là, finalement, l'album, il nous ouvre ce monde-là où on peut être ensemble dans cette attention conjointe. Donc l'attention conjointe a été travaillée notamment par Jérôme Brunner, qui est un psychologue américain, et qui montre bien que finalement cette capacité d'être ensemble à regarder autre chose, c'est aussi ce qui va permettre à l'enfant de rentrer dans le monde du symbole, de rentrer dans le monde de la référence, de rentrer dans le monde du pointage aussi. C'est-à-dire qu'on comprend qu'on peut nommer les choses, on comprend qu'on peut être dans un rapport entre un référent et un référé. Donc c'est aussi intéressant de se dire qu'il y a certains livres qui vont traverser le binôme par des émotions aussi très variées. Et là, autant devant moi, il y a une variété d'albums sur les formats et sur les propositions graphiques, mais certainement très différents aussi sur l'écrit. Est-ce qu'on est sur des onomatopées, des récits? Est-ce qu'on est sur des récits plus ou moins longs ou courts, des images? Est-ce qu'on est sur des photos? Est-ce qu'on est sur des couleurs très contrastées, du pastel? En tout cas, il y a vraiment dans cette variété aussi, finalement, le support de multiples émotions. Et l'album va aussi porter en fonction de là où on en est de l'émotion, en ayant finalement en tête qu'on peut très bien ressentir des émotions très différentes dans les albums. Parce que finalement, c'est ce que je vous disais, quand on est sur, je sais pas, moi j'aime bien aussi Bébé va au marché. Il est petit là, donc vous verrez pas tout en détail, vous pourrez vous rapprocher plus tard, mais voilà, ou très coloré, et puis on rentre déjà dans quelque chose qui nous dit que le monde, il est grand aussi, qu'il y a autre chose. Il se passera pas la même chose si j'ai une lecture de l'image globale ou si je vais être attentive vraiment à un tout petit détail. Et souvent, les enfants sont très bons en lecture d'images et ils vont aussi souvent être très bons dans la lecture des détails. Et finalement, le texte qui va être lu n'aura pas la même saveur. Tout que n'aura pas la même saveur dans des papas et des mamans. Moi, j'aime bien, il y a particulièrement 2 doubles pages que j'aime beaucoup. Donc, c'est pareil, je vous inviterai pour celles qui ne connaissent pas à le feuilleter. Mais il y a 2 doubles pages que j'aime beaucoup par rapport aux enfants. Donc, je vais vous en faire rapidement la lecture. Il y a des papas qui sont ici et des mamans qui sont là-bas. Il y a aussi des mamans qui sont ici et des papas qui sont là-bas. Et je trouve que c'est aussi cette force de l'album de nous dire à la fois des choses qui sont à la fois les mêmes et différentes. C'est-à-dire que ça veut dire quoi cette maman qui est ici ou ce papa qui est ici? Et ça veut dire quoi ce papa ou cette maman qui est là-bas? C'est quoi ce là-bas? Et que pour chaque enfant, ce là-bas, il va être différent. Et qu'en fonction de chacun et de la relation à l'adulte lecteur, il va pouvoir s'en dégager aussi des réflexions différentes. Est-ce que ce là-bas veut dire que
bah, je sais pas, papa est parti au travail, qui revient me chercher ce soir à la crèche? Est-ce que ça veut dire que maman est partie en déplacement? Est-ce que ça veut dire que je suis dans une situation de famille parentale qu'avec papa et que maman, je ne sais pas? Ça veut dire quoi? Donc c'est aussi intéressant parce que ça vient directement apporter ou soutenir l'enfant dans son développement et dans toutes les émotions qui peuvent le traverser. Hop, je regarde si j'ai tout bon. Voilà. Et comme je le disais, donc par rapport à rouge, c'est mieux. On le verra peut-être dans le slide qui était le même. Non, je veux bien qu'on rétropédale à celui qui était avant celui qui s'intitule Le livre dans la relation parent-enfant, là où on était déjà. C'est avant, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Voilà. C'est que ça vient retricoter ou tricoter, ça dépend de là où on part aussi, la compréhension du lien parent-enfant, parce qu'il permet de proposer une définition de l'enfant et du parent et il offre une vision de la relation. C'est-à-dire que parfois, finalement, quand on se met en miroir entre, par exemple, dans Bébé Chouette, ce que vivent ces bébés chouettes et puis la maman qui est partie et puis qui revient, mais quand on y met en parallèle avec sa propre histoire en tant qu'enfant, en tant que parent, ça ouvre finalement une meilleure compréhension de l'autre à ce moment-là. Donc je veux bien qu'on avance du coup sur Il était une fois aussi, une histoire de transmission. Je le disais, quand on transmet ou quand on partage ce temps de lecture avec un tout petit, c'est avant tout aussi une histoire de transmission. Transmission, c'est-à-dire quelle histoire je raconte, pas quelle histoire est écrite, parce que les histoires, elles sont écrites, elles sont illustrées, mais moi, quelle histoire, moi, je raconte au travers de cet album-là? Quelle émotion j'y mets? Sur quels mots je vais insister? Que dit ma posture à ce moment-là? Parce que finalement, la communication, elle passe beaucoup par la communication non verbale, le corps, la tonicité, la posture. Et qu'est-ce que je dis avec mon corps à cet enfant à ce moment-là? Et comment je la transmets? Donc ça naît de plusieurs choses. Ça naît déjà du rapport qu'on a avec le livre. Dans l'étude qu'on avait fait, justement dans cette recherche-là, il y a beaucoup de parents qui pouvaient dire déjà dans le rapport au livre et à la lecture, c'était déjà pas toujours simple parfois. Avec le livre qui est parfois ou même souvent directement corrélé avec des souvenirs scolaires. C'est-à-dire que la lecture plaisir ou lecture gratuite, c'est sans intention de compréhension, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attente à la lecture. Pour certaines familles, c'est compliqué. Donc, si moi déjà en tant que parent, j'ai un rapport au livre qui est compliqué, comment je transmets ça à mon tout petit? Il y a aussi un rapport justement avec la littérature de jeunesse. C'est-à-dire qu'il y a c'est un aspect d'avoir un rapport particulier plus ou moins serein avec le livre, mais la littérature de jeunesse, l'album jeunesse, c'est aussi quelque chose d'un peu particulier. Donc, quelles attentes, quel rapport j'ai avec cet album-là? C'est-à-dire, à quoi ça sert? Et on voit bien que, justement, toujours par rapport à cette étude-là, parce qu'après, c'était suivi d'un entretien avec les parents pour essayer d'aller un peu plus loin sur qu'est-ce qui se passait pour eux. Finalement, l'album jeunesse, il porte pas la même chose pour toutes les familles, et que pour certains, donc en fait, il y a vraiment, si on schématise, mais là c'est vraiment schématisé, j'aime pas toujours ça, mais c'est pour que ce soit un peu plus parlant. Il y a plusieurs profils. Il y a vraiment les profils qui, vraiment eux-mêmes, soit sont baignés dans la littérature jeunesse ou qui vraiment perçoivent ce que ça fait vivre, cette littérature jeunesse, et qui vont vraiment la partager avec les tout-petits d'une manière très sereine et puis d'une manière très précoce, en tout cas sur la vie des tout-petits. On a des parents qui vraiment vont
considérer les livres et les albums pas trop différemment que d'autres objets que le tout petit peut avoir chez lui. Donc c'est des parents qui peuvent dire que oui, même s'il y a des livres, finalement, pour l'instant, la lecture partagée, c'est pas vraiment en jeu. Parce que souvent, voilà, avec les raisons qu'on a dit avant. Et puis, il y a certains parents qui pouvaient, eux, déposer que le livre, il est là aussi pour valeur d'apprentissage. C'est-à-dire qu'avec certainement quelque chose qui est ancré en eux, du lien avec le scolaire, où par le livre, on pense aux imagiers, on pense à plusieurs choses. Le livre, il doit apprendre. Donc on voit bien tout ce qu'on doit déconstruire aussi. Parce que non, le livre, il ne doit pas apprendre. L'album, il n'est pas là pour apprendre. Ça ne veut pas dire que l'enfant n'apprend pas. Ça ne veut pas dire que l'enfant n'éprouve pas. Mais ce qui permet vraiment à l'enfant de saisir justement la richesse, c'est si cet enfant est directement porté dans une relation dépourvue d'attente par rapport à ce que ça va procurer chez ce tout petit. Et c'est bien ça qui permet d'être dans une posture de lecteur, c'est quand malgré tout ce qu'on sait de ce que ça permet de la richesse de l'album, quand on se détache de ça pour être pleinement dans la relation, c'est là qu'il peut se passer quelque chose. Donc c'est aussi très différent de quelles attentes je dépose dans l'album en tant que parent ou en tant qu'adulte lecteur. Un album jeunesse, est-ce que j'ai des attentes particulières ? Si c'est au-delà du plaisir ou de la rencontre, forcément que ça aura une incidence sur ce que je vais, ma posture, ce que je vais dire corporellement à l'enfant. Ou si je vais lui dire à la fin, si je vais lui faire pointer ou lui dire, est-ce que tu as bien compris, etc. C'est-à-dire que si on ne se dégage pas de cette notion-là, on ne peut pas rentrer pleinement dans la relation avec l'autre. C'est-à-dire que le tout petit, on ne lit pas à un tout petit. On lit avec un tout petit. Il y a quand même quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que quand on est pleinement en relation avec lui, on est dans l'observation de ce qui se passe. Et du coup, on réajuste. Et du coup, on attend. Si on voit que le tout petit il est dans l'observation de la page, on va lui laisser le temps de découvrir. Si on voit qu'il est dans l'agitation, on va réagir. Oui, je vois que ce livre, il te fait sourire ou je ne sais pas ce qu'on peut lui dire à ce tout petit à ce moment-là. Mais finalement, on est pleinement en relation avec le tout petit. On n'est pas dans une lecture dégagée de la relation. Donc c'est aussi quel rapport à la culture du livre, à la culture de la langue écrite, à la culture des mots. Et ça, c'est vraiment aussi tout un enjeu. C'est comment on fait, par le choix des albums, une ouverture pour que tous les publics puissent aussi petit à petit entrer, puissent s'y retrouver ou y trouver quelque chose en tout cas. Donc ça peut être par l'oralité, ça peut être par l'illustration, ça peut être par sa posture d'accueil, mais en tout cas, il y a vraiment une réflexion aussi à avoir de ce côté-là. Qu'est-ce que je transmets par rapport à mon histoire ? Quand je lis tel album, je me lis à l'autre. Donc c'est aussi avoir conscience de ça. C'est-à-dire que ça a beau être le même livre, que ce soit Sophie, Juliette ou Paul qui le lit, mais c'est pas la même histoire. Il y a quelque chose qui est un petit peu différent. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est souvent aussi un petit territoire d'expérimentation pour l'enfant. Ils peuvent aimer jouer avec cette permanence du texte, mais différente dans les propositions. On n'a pas les mêmes voix, on n'a pas les mêmes intonations, on n'a pas les mêmes rythmes de lecture. Et qu'il se passe du coup quelque chose de particulier de ce côté-là. Et bien sûr, rapport à l'autre. Je veux bien qu'on avance du coup pour que je puisse terminer mon propos et puis qu'on ait un petit temps de, si vous voulez, de questions. Ou après, ça peut être, comme je le disais, à la fin de la matinée, après l'intervention de Joël. Mais en se disant qu'on a finalement un rôle à jouer, nous aussi, professionnels du livre, professionnels de la petite enfance, dans cette rencontre parents-enfants autour du livre ou dans cette rencontre de l'enfant avec l'album jeunesse aussi. Et du coup, ce rôle, il tient beaucoup à cette posture d'accueil. Comment on peut aussi faire ce travail de aller vers ? C'est-à-dire que des personnes, d'autant plus, alors plus elles sont éloignées du livre et de la lecture, plus le cheminement à avoir, il est du côté du aller vers. Comment je m'ouvre
ouvrir, bah oui, comment je m'ouvre à ouvrir, c'est plutôt, ça montre l'enjeu de l'ouverture, mais comment j'arrive à créer un espace des possibles pour ces familles-là éloignées du livre et de la lecture. Donc ça passe par vraiment sensibiliser le parent à l'importance de cette lecture partagée, avec plein de questions. Comment je valorise les temps autour de la lecture? Moi, je vois dans ma pratique de psychologue de crèche, je suis souvent en observation des transmissions et je vois souvent la difficulté de valoriser en fait ces temps autour de la lecture partagée. Alors que parfois dans les pratiques, il y a des lectures quotidiennes, mais finalement, comme si le soir, ça ressortait pas sur la vie de l'enfant et de ce qu'il a vécu dans la journée. Comment on met en avant justement ces pratiques partagées avec les enfants et comment on informe ou on implique les parents. Ça, c'est des vastes questions auxquelles il n'y a pas de réponse mode d'emploi. C'est vraiment en tout cas une volonté de penser à comment je fais ce pas de aller vers. Et je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui se construit dans cette posture d'accueil-là aussi, dans cette posture d'ouverture, de non-jugement, qui permet aussi aux parents, par rapport à là où il en est, de pouvoir lui-même créer cet espace-là, cet espace de rencontre entre lui, l'album et son tout petit, et lui-même, ce parent-là, petit à petit, par ce ressenti, parce que quand on adresse des lectures partagées aussi aux parents, parfois quand les parents sont présents, il se joue aussi quelque chose où, l'ayant éprouvé lui-même, ce parent-là, il pourra aussi comprendre en quoi cette lecture partagée, elle peut avoir aussi un intérêt pour ce tout petit. Voilà, je crois que j'ai terminé mon propos, donc j'espère avoir su vous accompagner sans trop vous perdre en route sur mon chemin de il était une fois cette lecture partagée et cet album au travers de la relation parent. Et j'espère que vous l'aurez entendu, c'est non seulement cet album comme permettant de mettre en mouvement ou de nourrir physiquement cette relation à l'autre par cette proximité, mais c'est aussi comment l'album il permet vraiment à l'enfant et aux parents d'avoir des clés de compréhension dans leur relation réciproque. Merci en tout cas pour votre écoute. Alors voilà, je sais que parfois réagir à chaud, avoir des questions tout de suite, c'est pas toujours simple. Donc on peut se dire que s'il y a des questions là, on peut peut-être y répondre. Et puis s'il n'y en a pas tout de suite, on se gardera un petit temps pour la fin de matinée. Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent dans l'ici et maintenant? Oui, il y a une main qui se lève. Je vous passe la parole. Si vous pouvez vous présenter avant, c'est sympathique. Bonjour, je suis Ségolène Poix et je suis étudiante éducatrice de jeunes enfants. Et du coup, je me posais la question sur la lecture pour les femmes qui sont enceintes. Donc, commencer les lectures in utero. Pensez-vous qu'il y a un intérêt? Et pour l'enfant et son développement, quel est le lien avec ces lectures? Merci pour la question, Ségolène. Alors, je suis persuadée qu'il y a un intérêt, je veux dire, à la lecture partagée in utero, mais plus largement au fait que l'on s'adresse à ce tout petit-là et qu'on le fasse déjà exister dans le monde, ou en tout cas dans mon monde, en tant que maman, tu existes déjà pour moi. Et je pense que par la lecture partagée, il y a vraiment quelque chose de ce qu'on disait, de l'éprouver, qui peut être le même chez ces tout petits, vraiment dans les premiers jours de vie, où l'oralité, le texte, la manière dont il est construit, qui est très différent de la langue orale, la langue écrite et la langue orale, on voit bien que la structuration n'est pas la même, porte vraiment l'enfant comme un peu un bercement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient nourrir ce tout petit, et je suis persuadée que in utero, il se passe certainement des choses de cet ordre-là. Peut-être que Joël pourra aussi dans son intervention faire le lien avec ça, parce que je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes de ce côté-là. Mais ça a aussi un autre intérêt, c'est-à-dire que pouvoir accompagner les parents
dans les pratiques dès la grossesse, ça permet déjà de situer l'enfant comme sujet à part entière. Et c'est-à-dire que cet enfant-là, très probablement, dès ses premières heures de vie ou premiers jours de vie, il pourra avoir accès à la lecture partagée parce qu'il y a quelque chose qui se sera fait naturellement dans cette rencontre avec l'album. Donc je pense qu'effectivement, soutenir ces pratiques-là, ou en tout cas accompagner du côté de la périnatalité par la littérature jeunesse, et du côté, ça a un bienfait du côté de l'enfant, mais aussi du côté de la maman. On voit bien que pour plein de livres, ça accompagne aussi cette période particulière de la grossesse et des premiers mois de vie. C'est-à-dire que tous, un cœur qui bat, bébé chouette, des papas, des mamans, rouge c'est mieux, on peut prendre tous les livres. Et certainement que dans ce moment psychique très fragile, le livre vient nourrir quelque chose aussi et vient aider à la construction de c'est quoi être maman. Est-ce que ça répond à votre question? Merci. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, on peut peut-être se dire que si ça va à tout le monde, on peut faire peut-être la pause. Et puis, si, il y a une autre main qui se lève. Si vous pouvez vous présenter, le micro est nettoyé. Je vais enlever le masque. Bonjour, je suis Nicole Dufossé, pédiatre à la retraite. Vous disiez il ne faut pas être dans une volonté de situation d'apprentissage. Or, je dis quand même que, par exemple, il y a beaucoup de mamans qui spontanément vont prendre un abécédaire et vont montrer un chat, un chien, un hippopotame, etc., dans la volonté, j'oserais dire, a priori au début, d'apprendre quelque chose à leur enfant. C'est ce que je dirais une situation d'apprentissage voulue par le lecteur. Or, inévitablement, s'installent des échanges entre cet adulte qui va quand même s'adapter et en particulier interférer avec les réponses du bébé. Et si le bébé donne la bonne réponse qu'attend la mère, eh bien, cette mère va le féliciter, elle va être contente, le bébé va être content aussi, il va manifester son contentement. Et je crois que même dans cette situation dite, pour moi, d'apprentissage, ça va renforcer sa confiance en lui, son estime de soi, et inévitablement, ça va être profitable. Donc, je ne jetterai pas trop l'opprobre sur des mamans qui, spontanément, iraient montrer des images pour apprendre quelque chose à leur enfant. Oui, mais je pense que c'est vraiment aussi quelle place a cette notion-là d'apprentissage. C'est-à-dire que par rapport à la situation que vous décrivez, qui est de toute façon une situation riche, effectivement, dans la relation mère-bébé, mais c'est-à-dire que est-ce qu'il y a vraiment cette volonté d'apprentissage du mot, ou est-ce que finalement c'est aussi le support d'une relation plus large? C'est-à-dire que cette maman-là, oui, il y a les... Ah mince, il y a les... J'ai perdu le mot, vous voyez du coup, que vous avez dit, les abécédaires, je cherche le mot que je trouve plus. Les imagiers, merci. Les imagiers, mais que ce que j'entends dans votre propos, c'est plus une relation aussi portée autour de ça. Quand je parle de l'intention d'apprentissage, c'est pas forcément de nier que parfois c'est de ça dont il s'agit. Je le disais bien, c'est-à-dire que l'enfant il apprend de toute façon au travers ces lectures-là. C'est-à-dire quelle intention j'ai? Est-ce que l'intention c'est uniquement du volet de l'apprentissage? Quand je fais ce rapport avec l'apprentissage, c'est que souvent pour des familles, ce qui explique justement que le livre, il n'est pas là vraiment avant l'école, parce qu'en fait, c'est vraiment pour apprendre, pour comprendre. C'est-à-dire que parfois, quand je travaille avec certains lecteurs qui ne sont pas toujours professionnels, que je croise au-delà de ma route, au travers de ma route ou au fil de ma route, il y a quand même une volonté que l'enfant comprenne ça parle de quoi l'histoire, comprenne c'est qui les personnages. Il y a une volonté vraiment didactique. Donc si cette porte d'entrée est là, ça veut dire qu'il y aura une influence sur la manière dont on va voir l'enfant et qu'on va attendre quelque chose de l'enfant qui comprend. J'imagine très bien que cette maman-là, elle va peut-être pointer chien, mais que si son enfant, la première fois, il va pas apprendre ce mot-là, elle va pas s'en sentir
en difficulté et elle va continuer à être dans une relation avec ce tout petit. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi à entendre effectivement du point de vue plus large et que cette notion d'apprentissage, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus l'acheter, notamment pour les publics éloignés de la lecture. C'est vrai que des personnes qui sont éloignées du livre, au démarrage, il y a tout un travail qui est fait dans une autre association lyonnaise qui s'appelle À goût de lire, qui justement va dans des quartiers défavorisés pour ramener des parents un petit peu à la lecture. Et finalement, la porte d'entrée des parents, ils veulent, eux, accompagner leur enfant à travers la lecture parce qu'ils veulent que leur enfant apprenne le français, qu'il y ait une réussite. En tout cas, il y a déjà l'apprentissage qui est en première ligne. Par contre, c'est de se dire quel est l'enjeu. C'est-à-dire que si la voie d'entrée, elle est par là, comment je fais pour petit à petit, sortir de cette sphère uniquement d'apprentissage pour offrir tout un panel de c'est quoi le rapport au livre. Parce que le rapport au livre jeunesse, il vient nourrir quelque chose de plus profond du rapport au livre. Notre rapport au livre qu'on a maintenant, il est construit avec de multiples rapports. Le rapport que j'ai du livre à l'école en fait partie. C'est pas forcément négatif ou en positif. Et que ce rapport-là, finalement, il vient s'inscrire dans autre chose. Donc c'est vrai que c'est aussi important, et vous faites très bien de le rappeler, de se dire mais d'où on part, c'est quoi l'enjeu des familles ou c'est quoi leur porte d'entrée, en nuançant, en se disant que s'il est encore question de plaisir et de rencontre, c'est là aussi, et de langage. Vous le disiez, ça permet un échange. Et je pense que c'est ça aussi la richesse. Et là où il faut être un peu en vigilance actuellement, parce que ces temps d'échange où on s'adresse, pas seulement qu'on s'adresse au tout petit, mais qu'on parle avec le tout petit, c'est un peu en fragilité aussi. Donc effectivement, c'est aussi avoir en tête de quel chemin je dois faire. Mais en ayant quand même cette notion-là que si l'enfant il veut plonger dans le livre par rapport à là où il en est, c'est bien en étant détaché, lui, de cette lourdeur de je dois en apprendre quelque chose, je dois en faire quelque chose. Merci pour cette question. Oui, il y a une autre main qui se lève. Après, je ne sais pas que... On a encore un petit peu de temps. Allez, la dernière. Oui. Vous aurez l'honneur de terminer les questions. Moi, c'est Marjorie Robineau, je suis éducatrice spécialisée de formation et animatrice en relais petite enfance. Tout à l'heure, j'ai eu aussi plaisir, moi, à partager des lectures partagées donc, en tant que professionnelle et personnellement. Et souvent, j'observe quand même qu'il y a certains enfants, tout à l'heure, quand vous disiez qu'on était à moins de 2 mètres, en tout cas tout contre ou tout proche, il y a certains enfants qui peuvent... partir un petit peu loin et donc moi en général je les rappelle pas parce que je me dis que peut-être ils en comprennent quand même des choses, ils en entendent des choses et ils prennent ce qu'ils ont à prendre, mais du coup je voulais savoir si j'avais quand même cette bonne attitude là ou s'il fallait plutôt les ramener un petit peu à la lecture partagée de tout le monde. Je suis pas sûre qu'ils en soient partis de la lecture partagée déjà, même en étant loin. C'est là où c'est intéressant, où effectivement, quand on est dans un contexte plutôt duel, on est plutôt dans quelque chose de proximal, mais on voit bien quand on est dans une lecture individualisée au sein du groupe ou quand il y a plusieurs enfants autour, et notamment c'est cette tranche d'âge de ce qu'on appelle les moyens à la crèche, c'est-à-dire autour de 12-18 mois. Aussi cette manière de vivre l'histoire par le corps, et que parfois dans les livres les enfants vivent des émotions et que parfois c'est trop dur soit d'être si près parce que l'émotion là elle me met un peu en difficulté, je sais pas, la peur, qu'il y a quelque chose là où j'ai besoin d'être en mouvement, ou parce que ce que ça me fait vivre j'ai besoin de me l'approprier, et je me l'approprie par le mouvement. Le tout petit a besoin du corps en mouvement pour aussi s'approprier les choses. Donc je pense tout à fait intéressant de le laisser justement exprimer ça. C'est-à-dire que ce tout petit, en étant libre de vivre ce moment-là comme il en a besoin à ce moment-là, ça lui permet d'être pleinement acteur et de ne pas subir aussi ce qui peut se jouer à ce moment-là.
Et on y voit parfois aussi avec ces enfants-là autour de 18 mois qui ont besoin vraiment de ce corps-là, mais ça peut être aussi des enfants plus grands lorsqu'ils n'ont pas été en contact plus petits avec la lecture partagée. On voit bien des fois, il y a des enfants qu'on peut accueillir en crèche sur la dernière année, donc 2-3 ans, et la lecture, c'est pas facile, la lecture en groupe, la lecture partagée. Donc il y a parfois tout un travail aussi, c'était pas le propos d'aujourd'hui de travailler autour de ça, mais vraiment sur comment on aide l'enfant par la sensorialité à dompter aussi qu'est-ce que c'est que cet objet-là. Parce que si en tant qu'enfant, je peux m'approprier l'objet, je pourrai après plonger dans l'histoire. Donc après, et ça fait écho aussi avec ce que je disais tout à l'heure, et j'en terminerai là, avec l'importance de l'observation. On lit avec les tout petits. Et que certainement, quand on observe que ce petit, il part, ça nous aide aussi à avoir une clé de compréhension de qu'est-ce qui vit ce tout petit. Et en lui permettant de continuer à être présent sous notre regard, sous notre attention, mais sans l'obliger à revenir dans une posture assise, ça va lui permettre, lui, de pouvoir justement saisir ce dont il a besoin et avec la manière dont il est le plus à l'aise à ce moment-là. Merci à tout le monde. Et puis je suis là toute la journée, donc si vous me voyez qu'il y a des questions qui restent là, vous n'hésitez pas à me happer en chemin. Merci beaucoup.